Mesdames et messieurs, merci encore Nandenge Togo dans le canal Bino, grâce toujours à la magie, à la technologie. Voilà, nous sommes dans le centre diocésain. Martin Fayou, candidat à la coalition Lamuka, a représenté par un programme commun à Lamuka. Commentaire à ça, ça te bon là. Bonsoir. Bonsoir. Il y a une étape qui a été oubliée du gouvernement. Le programme commun de Lamuka. Vous avez la synthèse de tous ces programmes. On ne va pas entrer dans les détails. Et vous aurez les programmes, pas aujourd'hui, mais plus tard, dans les détails, et vous pouvez, pénétrer et comprendre comment nous voulons faire du Congo un pays digne et prospère. Je commence par l'exhortation du cardinal Mosengo. Et j'ai toujours été subjugué par cette exhortation. J'étais jeune garçon, j'étais avec Christophe Moutounora ici à la conférence nationale souveraine. Et les cardinals nous avaient fait une exhortation que vous voyez dans les slides, mais que j'aimerais lire. Il dit ceci: Dieu vous interpelle en ces termes, et je dirais à chaque fois peuple congolais. Peuple congolais, je vous ai donné un pays merveilleux. Je l'ai doté de richesses inouïes et enviées, tant pour ce qui est du sol et du sous-sol, et d'une population saine et robuste. Qu'avez-vous fait pour que ce pays merveilleux devienne ce qu'il est aujourd'hui? La nation africaine nous interpelle à son tour. Peuple congolais, avec les richesses dont tu disposes, tu devrais pouvoir non seulement t'assurer une vie décente, mais aussi être en mesure d'assister les populations des pays pauvres et démunis de notre nation. Mais comment as-tu fait pour que ta population se retrouve aujourd'hui plus pauvre et la plus pauvre d'Afrique? Et le monde nous interpelle à son tour dans ces termes. La solidarité internationale s'est montrée autrement généreuse à ton égard, peuple congolais. Mais comment se fait-il que son aide n'ait profité en grande partie à quelques groupes au lieu de la grande masse de la population? Et que répondrons-nous à cette interpellation, nous, peuple congolais, réunis autour de la Mouka? Excusez-moi d'ajouter ça. À notre avis, nous dirons adieu à la nation africaine et à l'histoire que nous nous engageons à tout faire pour que cela change. Vous avez compris? C'est l'exhortation du cardinal Laurent Mosengo Basile. Et je trouve que ça demeure d'actualité. Et la Mouka est là. Nous sommes aujourd'hui. Et vous allez voir les liens avec l'interpellation et ce que je vais démontrer ici. Il y a un lien, l'état des lieux du Congo aujourd'hui, c'est-à-dire le bilan du régime Kabila, là où ce régime nous a plongés.
l'état de droit est totalement inexistant. Tout, c'est l'arbitraire. Les institutions de la République sont devenues illégitimes et illégales. Vous le savez pourquoi. On devait avoir les élections en 2016 et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2018, on n'a pas d'élection et j'espère que le 23 décembre, nous aurons ces 3 élections, comme le dit les calendriers électoraux. La misère généralisée. Partout, le peuple congolais ne vit pas correctement. Le peuple congolais ne mange pas à sa faim. Le peuple congolais aujourd'hui souffre pour nouer les 2 bouts du mois et encore. Le peuple congolais souffre pour survivre pendant la journée. Nous avons l'insécurité, insécurité généralisée, partout. Regardez ce qui se passe à Beni, regardez ce qui se passe à Ituri, regardez ce qui s'est passé au Kasaï. Certaines villes, certaines contrées du Kasaï, c'est aujourd'hui la désolation. C'est comme Alep et Moussoul. C'est impensable. L'intégrité territoriale est menacée. Nous sommes menacés dans notre intégrité territoriale. Nos frontières sont devenues poreuses. N'importe qui peut faire n'importe quoi chez nous. N'importe qui peut faire ce qu'il veut chez nous. Vous avez la cohésion nationale qui est en danger. Je me rappelle toujours cette phrase de notre premier président, Joseph Kasavubu. Cette phrase, je l'ai lue, j'étais très gosse, je n'ai pas suivi le discours en direct, c'est le 30 juin 1960. Mais le président Kasavubu avait dit devant la Chambre, je suis très content de voir que la cohésion nationale est là, maintenant. Et mon gouvernement fera tout pour que cette cohésion soit davantage rassurée. Et je donnerai la mission aux 2 chambres pour que cela soit fait correctement. Regardez ce qui se passe au niveau de l'éducation. Dégradation totale du niveau de l'éducation. Et même quand les enfants réclament, les étudiants, qu'ils veulent étudier, parce qu'ils ont déjà des niveaux insuffisants, on les tue. Les étudiants demandent qu'ils reprennent les cours, qu'on paye les professeurs pour que ceux-ci soient à mesure d'assurer correctement les cours, on les tue. Niveau d'éducation dégradé. Quand un jeune Congolais quitte ici, il va en Europe pour étudier, il a du mal, il doit reprendre les cycles. Moi j'ai étudié ici, école maternelle, primaire, secondaire. Je suis parti à Paris pour faire l'université. Et j'ai été dans une université extrêmement difficile. Dans l'amphithéâtre, nous étions à 1200 personnes. Au mois de juin, première session, il y a 25 qui sont passés. Et j'étais parmi les 25. Mais j'ai étudié ici, parmi les 25. La couverture médicale est quasi inexistante. Les soins de santé au rabais. Les gens meurent ici. J'ai été voir les parents de l'étudiant qui a été tué. J'ai été à Ngaba il y a 2 jours. Mais cet étudiant est arrivé à l'hôpital vivant. Mais on n'a pas de soins adéquats pour ce genre de cas. Et voilà, on meurt à tout bout de champ parce que le régime actuel nous a mis dans cette situation. Quand j'étais gosse, ici, les gens de ma génération, plus que moi, doivent le savoir. Il y avait des cartes qu'on appelait des cartes ayant droit aux soins médicaux et pharmaceutiques. J'étais hospitalisé en 1974 aux cliniques universitaires. Il n'y avait pas de différence entre ces cliniques-là et les hôpitaux en Europe.
Nous étions à Lemba, je me rappelle encore. Le médecin donne l'ordonnance. À côté de Ndala, à l'époque, il y avait une pharmacie. On part, on demande tel médicament, des pharmaciens, comme ça se fait en Europe, il amène des médicaments et puis on donne la carte ayant droit aux soins médicaux et pharmaceutiques. Ici, c'est une utopie, un rêve pour certains d'entre vous. Moi, j'ai connu ça dans ces pays. Les épidémies et les endémies sont en recrudescence. Regardez Ebola, le choléra, la malaria. Pourquoi? Dans d'autres pays du monde, ces épidémies n'existent plus. Pourquoi chez nous? Simplement parce que l'État n'existe pas. Vous avez la violence faite aux femmes. Les femmes congolaises souffrent. Nos mamans, nos sœurs, nos enfants, nos filles souffrent des viols, l'exclusion, maltraitance. Pourquoi? Il n'y a personne pour s'occuper d'elles. Il n'y a personne pour punir ces viols, ces comportements que je peux qualifier d'anormal. Il faut un État, il faut des institutions fortes pour arriver à endiguer ça. Nous avons la jeunesse qui est totalement abandonnée. Vous avez les Kounouna. Le phénomène Kounouna est né avec les régimes Kabila. On ne connaissait pas ce phénomène. Je vois bien quand ce phénomène est né vers les années 2005, avant de commencer les élections de 2016. De 2006, pardon. Merci. Et ce phénomène Kounouna est né. Et aujourd'hui, le phénomène Kounouna né à Kinshasa a été exporté dans d'autres villes du pays, même des villages. J'étais à Idiofa, Idiofa n'est pas un village. J'étais à Idiofa, l'administrateur du territoire me dit que non, il faut faire attention parce que ici, les Kounouna peuvent s'emparer de la situation et s'aimer les désordres. Partout. Nous avons les étudiants, les journalistes, les activistes des droits de l'homme qui sont tués, assassinés à tout bout de champ. Ils n'ont pas le droit de citer. Ils n'ont pas le droit de revendiquer. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Ils n'ont personne à qui s'adresser. Qui doit s'occuper de leurs problèmes? Ils ont des revendications. Ils ont des problèmes. Vous avez la liberté d'expression. La liberté d'expression, comme je l'ai dit, totalement bafouée. Nous avons une chaîne nationale, la RTNC. Ça fait depuis 10 ans, ou un peu plus, que je ne suis plus passé à la RTNC. À la RTNC, on passe simplement des petites bouts, des phrases. Quand je dis quelque chose, ils découpent, paf, ils passent parce qu'ils veulent exploiter. Mais je paye des taxes. La RTNC, c'est la radio-télévision nationale. Tout Congolais a droit de s'exprimer. Tout politicien doit passer là-bas. Maintenant, c'est la campagne électorale. Pendant cette période de campagne électorale, on dit, vous allez avoir le temps de parole. Mais ceux qui ont fait la pré-campagne en utilisant cette station de radio et cette chaîne de télévision, il n'y a même pas 7 chaînes de télévision. Il y a la RTNC 1, il y a la RTNC 2. Vous avez le droit fondamental des citoyens qui sont violés. Tout ce qui est consigné dans le titre 2e de notre Constitution, liberté des citoyens et les droits fondamentaux des citoyens. Personne ne s'en occupe. Aujourd'hui, je devais partir, ou je devais partir aujourd'hui, et parce que nous avons des problèmes. Lesquels problèmes? Simplement parce que
nous avons affrété des avions, mais l'autorité de l'aviation civile ne veut pas nous donner des autorisations pour que ces avions puissent décoller et atterrir dans les aéroports du Congo, pour que ces avions puissent survoler l'espace aérien congolais. Est-ce que c'est normal? Est-ce que nous ne sommes pas citoyens congolais? Est-ce que les droits fondamentaux, les libertés fondamentales des citoyens qui sont consignés dans notre Constitution, nous n'avons pas le droit d'en jouir? Est-ce qu'il y a une catégorie de citoyens qui est exclue? Voilà le bilan du régime Kabila. La politisation des forces de l'ordre, tout est politisé et même privatisé. Les policiers qui devaient assurer la protection des biens et des citoyens, les policiers travaillent pour un camp politique. Nous sommes rentrés ici les 11 derniers. Et vous avez vu ce qui s'est passé à l'aéroport. Ils nous ont gazés. Vous sentez que ma voix s'est dit. Pardon? Oui, nous sommes rentrés le mercredi 21. Le 11 c'était, merci madame, le 11 c'était le jour où j'ai été élu candidat commun. Nous sommes rentrés le mercredi 21. Mais on nous a gazés. Des gaz lacrymogènes, j'ai inhalé des quantités de gaz impossible de respirer. Et j'ai vu à côté de moi des policiers découpiller ces grenades lacrymogènes. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable que l'armée soit au service d'un individu ou d'un groupe d'individus. Que la police, le service de renseignement, le service de sécurité au service de l'individu. Depuis le 14 février 2016, la DENIAP m'a ravi ma voiture, ma Jeep. Depuis, ça fait combien d'années? Plus de 2 ans et demi. Ça va faire bientôt 3 ans. Tout, les téléphones et tout le reste. Il y avait même l'argent. Ils ont ravi ça. Jusqu'aujourd'hui, ça se trouve à la DENIAP. Pourquoi une catégorie des Congolais doit subir les affres de la dictature kabiliste? Pourquoi? Et ça doit changer. Comme le cardinal a dit, nous devons changer cette situation et l'Amouka est là pour changer cet état de choses. Du régime Kabila. Regardez, manque criant d'infrastructures. Pas d'infrastructures, pas de routes. Pas de route de descente agricole, pas de route nationale. J'ai été dans les Bandoutou. J'étais à Bagata. Je suis entré dans les maisons des citoyens congolais. J'ai vu des cossettes de manioc. J'ai vu des sacs d'arachide. Les Congolais là-bas m'ont dit que non, ils cuisinent, mais n'ont pas de moyens d'évacuer. J'ai passé moi-même 2 nuits à la Belle Étoile. Vous avez vu certainement des images. 2 nuits à la Belle Étoile. Parce que la Jeep ne pouvait pas avancer. J'avais un 4x4, mais ça ne pouvait pas avancer. Comment est-ce que les citoyens peuvent rester chez eux et éviter l'exode rural quand vous avez cette situation de choses? Pas d'infrastructure, pas de chemin de fer. Mais à l'époque, vous avez quand même des chemins de fer ici. Il y a certaines personnes qui doivent se rappeler d'une chanson de Khaled Jeff qui chantait les chemins de fer. Kader, Kinshasa Lubumbashi, ça existait. Je pris les trains Kinshasa Matadi plusieurs fois quand j'étais enfant. Aujourd'hui, le fleuve
comme dirait l'autre, et Balaya Congo, vous allez le pangoter, vous allez le là. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec ces boulevards qui est le fleuve Congo? L'Onatra ici à l'époque, toutes les villes côtières vivaient grâce à l'Onatra. Et vous savez que l'Onatra, c'était les premiers pourvoyeurs d'emploi. Nous allons tout faire pour que demain, nous puissions avoir des routes, nous puissions avoir des chemins de fer, nous pouvons rendre le fleuve Congo navigable et l'utiliser comme voie pour que les gens se déplacent correctement. J'ai travaillé en Éthiopie et une fois, j'ai dit d'abord la fois où je me suis retrouvé avec Madame Bazaïba à l'aéroport d'Addis Abeba. Je lui ai dit que j'ai participé à la construction de cet aéroport. Quand je suis venu à Addis Abeba, parce que j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans en tant que directeur général d'ExxonMobil pour l'Afrique de l'Est dans ces pays. Il n'y avait rien. J'ai vu de monsieur vu comment on a commencé à construire ce qu'ils appellent les ring roads, les boulevards périphériques. J'avais des stations tout au long de ces boulevards, on a cassé ces stations pour l'utilité publique. Chers amis, allez voir Addis Abeba aujourd'hui. Et le 21, quand on rentrait, j'étais avec le premier ministre Mouzitou et on contemplait l'aéroport. Et on a vu cet aéroport, l'extension, nous sommes partis ensemble visiter l'extension de l'aéroport. L'aéroport d'Addis Abeba. Mais nous, on a eu Air Zaïre ici. Nous avons eu les DC-10 avant beaucoup de pays. Nous avions des pilotes ici. Peut-être que certains d'entre vous ne se rappellent pas ou ne savent pas. Mais Air Zaïre, c'était une société qui tournait partout dans le monde. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Et pourquoi cet état des choses? La déliquescence de l'administration publique. J'ai toujours appris qu'un pays, c'est son administration. Ici, à l'époque, l'administration, on appelait les gens les Kalaka. Et il y avait des papas qui travaillaient là-bas, on les appelait les je les connais. Et les mamans aussi. Et nous avions une administration de qualité. Et de ce côté-là, les Belges ont formé nos parents qui travaillaient dans cette administration. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ce n'était pas une administration corrompue. C'était une vraie administration pour assurer le développement du pays. L'accès médiocre à l'eau potable et à l'électricité. Et ça, chers amis, un pays qui a des cours d'eau partout. Un pays où on peut revendre l'eau. Un pays qui peut donner l'eau aux autres pays du monde. Vous savez qu'il y a des pays ici dans le monde qui n'ont pas d'eau. Et qui prennent de l'eau chez les voisins. Mais nous, on a ça. Regardez aujourd'hui, l'eau potable. La régie des eaux. La SNEL, la régie des eaux, était une des meilleures sociétés d'Afrique. Quand j'ai terminé mes études à l'Institut supérieur de gestion à Paris, j'ai vu le président Monod, qui était le président du conseil d'administration de la Liaison des eaux. À l'école, quand les gens viennent pour le career development, et je me suis présenté, j'ai dit que chez Zaïwa, mais nous avons un partenaire important qui se distingue en Afrique, la régie des eaux. Ils m'ont cité les noms des gens. Aujourd'hui, la régie des eaux est gérée par les Sénégalais. Est-ce que vous le savez? La régie des eaux est gérée par la Société des eaux du Sénégal. Nous avons perdu cette excellence. Est-ce que c'est croyable ça? L'élite est passive et laxiste, l'élite congolaise. Je pointe du doigt l'élite. Suivez les cardinals Mosengo. L'élite congolaise. Pourquoi vous vous cantonnez dans des zones de confort? Pourquoi vous ne voulez pas sortir des gens
chantier battu. Pourquoi vous dites non, c'est comme ça? Ce pays, ça ne changera pas. Qui vous a dit ça? Pourquoi vous voulez maudire le pays? Vous acceptez qu'on vous dise qu'on n'a pas 15 Congolais compétents, capables pour développer ce pays? L'élite congolaise, on doit arrêter avec ces laxismes, avec cette passivité. Nous avons travaillé ici depuis longtemps. Je me rappelle, et j'ai un témoin ici qui sort de tout là depuis la conférence nationale. Juste aujourd'hui, lui et moi, nous travaillions des fois jusqu'à 2h, 3h du matin. Depuis ce temps-là, on continue à le faire aujourd'hui. Madame Bazaliba qui est là, que vous qualifiez les dames de fer, travaille matin, midi, soir. Mais vous savez, on était à Genève. Mais avant qu'elle nous rejoigne à Genève, elle était avec Madame May, la première ministre britannique. Elle a écourté cette réunion pour venir nous rejoindre et après repartir à ses frères. Mais pourquoi les autres dames ne peuvent pas emporter les pas de Mme Bazaliba? Pourquoi? Voilà. Et tout ça, ça donne la fuite des compétences. Les Congolais capables, les compétents, fuient les incongruités du régime. Fuient les affres du régime. Parce que certaines personnes ne comprennent pas. Effectivement, tout le monde n'est pas fait à faire ce que tout le monde doit faire. Je suis d'accord. Il y a des gens qui sont là pour ça, parce que Dieu, c'est Dieu qui nous donne de ses qualités, de ses compétences. C'est un don, c'est une grâce. Mais ceux qui ne peuvent pas faire la politique, qui ne peuvent pas courir et recevoir des balles, être matraqués, ceux-là se disent que non, moi je ne peux pas continuer, j'ai autre chose, quelque chose à offrir à l'humanité, je préfère offrir ailleurs. Vous avez le chômage, ici on ne connaît même pas les taux de chômage. Il y a des gens qui disent 80%, 90%. Heureusement, l'ingéniosité des Congolais fait que les secteurs non formels aident quand même ces pays à survivre. Inversion des valeurs. On n'a pas de repères aujourd'hui pour nous dire quelles sont les valeurs qui nous unissent, nous Congolais. On s'attache sur quelles valeurs? L'amour, la liberté, le travail, la justice, l'intégrité. Quelles valeurs? Je veux me dire, si je réunis avec mes frères et sœurs, je sais qu'il ne fera pas ça. Parce que lui et moi, nous partageons cette valeur-là. Je sais que l'argent de l'État sera dans la caisse de l'État. Et sera utilisé pour construire les hôpitaux, les routes et autres choses d'utilité publique. Est-ce que nous avons des valeurs en partage, en commun? J'entends les autres pays, leurs dirigeants dire, voici nous qui gagnons, attachés à telle ou telle autre valeur. Et là, les gens se reconnaissent. S'il n'y a pas de valeur, chers frères et sœurs, vous ne pouvez rien faire. Parce que vous n'êtes pas un homme, vous n'êtes pas une femme. Vous êtes quelqu'un qu'on peut balancer de gauche à droite, à tout bout du champ. Parce que si on me dit, aujourd'hui, on vient me corrompre, les gens me disaient, ah oui, on t'a jamais corrompu parce qu'on t'a jamais proposé ce qui est dans les coûts que tu dois avoir. C'est-à-dire, chaque homme a un prix. Je dis non. Chaque homme, personne n'a des prix. Moi, je n'ai pas de prix. Je n'ai pas de prix. On ne peut pas, même si vous venez avec 100 milliards aujourd'hui, je ne prendrai pas. Chers amis, je ne prendrai pas.
Panama Papers sont là, les Passport Gate est là, et aujourd'hui, les gens sont devenus milliardaires, millionnaires. Les régimes, la famille Kabila, pour ne pas les citer, ça il faut certaines choses, il faut le dire, a été épinglé dans l'argent, dans cette histoire de Panama Papers. Mais pourquoi? Où est-ce qu'ils ont travaillé? Quelle production? Quelle société? On n'empêche personne d'être riche. Mais certains riches peuvent dire, voici ma société, voici ce qui est déjà fait, voici la valeur ajoutée. Ça fait donner la valeur ajoutée et ça donne du travail à la communauté. Mauvais climat des affaires. Nous avons tout. Nous avons toutes les matières premières possibles pour attirer les investisseurs. Pourquoi les investisseurs ne viennent pas? Les climats des affaires. Les gens viennent ici, ils veulent investir, vous leur demandez de l'argent. Regardez dans les doing business, où est-ce que nous sommes classés? Évasion fiscale. On a toujours dit qu'il y avait coulage de recettes ici, 10 à 15 milliards de dollars ne trouvaient pas les comptes du trésor ou la caisse du pays et c'était entre les mains des individus. Nous avons besoin de cet argent pour que demain nous puissions investir dans les secteurs productifs pour que les Congolais trouvent du travail. L'intérêt privé a pris les pas sur l'intérêt public. La liste est longue, je termine par ça. Les bilans, l'intérêt privé, personnel. Au lieu de penser au pays, au lieu de penser aux enfants, aux petits-enfants, à ceux qui vont venir, nous pensons à nous-mêmes. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas recommandé. Et la MOUCA a décidé de mettre fin à tous ces fléaux. Et ces bilans négatifs du régime Kabila que M. Chagari a dit, vous l'avez suivi, il va contribuer avec le système Kabila. Vous l'acceptez? Est-ce que vous êtes d'accord? Je comprends que vous êtes d'accord avec la vision de la MOUCA que je vais vous présenter. Un Congo digne et prospère. Nous voulons demain être forts et puissants et prospères. C'est-à-dire un pays qui doit être respecté, qui a une armée forte, une armée puissante, qui a des citoyens capables de se défendre partout, éduqués, compétents. 2 ans. 126 milliards, c'est pour 5 ans. C'est dit là-bas 5 ans, c'est année par année. Alors, reposez votre question différemment. Ça, c'est un projet, un programme pour 5 ans. Mais si nous appliquons l'accord de Genève, mais l'accord de Genève, si après nous refaisons les élections, nous allons gagner. Nous allons continuer avec les programmes. Donc, je crois que vous devez être logique. On a donné année par année. Si vous additionnez les 2 premières années ou les 3 premières années, vous me donnez les chiffres, oui. Et nous avons un programme détaillé année par année. Nous avons dit le nombre d'emplois que nous avons créés, que nous devons créer chaque année. Et quand vous sommez, c'est le total qui donne ces chiffres-là. Donc, comment les mobiliser? Nous l'avons dit. Donc, Congo, vous dites encore, vous posez des questions au Premier ministre Mozito, ça c'est pas la question à laquelle je dois répondre, mais nous disons aujourd'hui que la MOUCA ici a 5 organisations. Nous avons suffisamment de compétences. 1, 2, nous avons suffisamment de volonté pour
affronter l'avenir du Congo et donner à ces pays le meilleur de nous-mêmes pour que demain, ces pays soient dignes et prospères, pour que les Congolais aussi goûtent au miel. Ce ne sera pas canon, mais c'est presque, ça sera presque. Alors, troisième question. Quels sont les efforts que le peuple congolais doit faire pour vous aider à atteindre vos objectifs? C'est une bonne question. Est-ce que le peuple congolais doit s'approprier le programme de la Mouka? Le peuple congolais doit participer, et d'ailleurs je le félicite, nous le félicitons ce peuple, parce que là où nous sommes aujourd'hui, dans la situation actuelle, c'est grâce à lui. Si le peuple congolais n'était pas là et ne s'était pas comporté comme il s'est comporté, mais Kabila n'allait pas présenter les dauphins. Le peuple congolais doit continuer. Le peuple congolais nous a dit, ce n'est pas nous. Et Toboyi machine à voter. Est-ce que c'est nous qui avons dit ça? Non. Mesdames et messieurs, hier j'ai reçu des coups de fil de deux dames. Une à Massina ici à Kinshasa et une autre à Kananga. Celle de Kananga a commencé à pleurer. Papa Martin, vous m'écartez dans ma machine, vous m'écartez, pardon. La dame de Massina me dit la même chose. Papa, vous machine. Mais c'est le peuple congolais qui doit exiger que les élections se fassent conformément à la loi électorale et au calendrier. Donc, c'est ça que nous demandons au peuple congolais, de se mobiliser. C'est écrit dans la Mouka. La Mouka, ça veut dire quoi? Mais on ne peut pas continuer comme ça. Et nous, vos leaders, nous sommes là debout devant vous et nous montrons la direction. Et nous voulons que vous nous suivez pour que demain, ici, qu'il y ait des élections crédibles et transparentes et afin que nous puissions assurer le développement du Congo. Parce que vous devez, à la fin des élections, quand on proclamera les élections, il faut que vos votes soient confirmés. Merci. Et aujourd'hui, d'abord, pour montrer qu'on a une capacité de mobilisation de recettes, d'abord les recettes internes. Sur le plan interne, nous, on est parti d'un budget de 850 millions de dollars à un budget, en 5 ans bien entendu, à un budget de 3,5 milliards en ressources propres. Ça veut dire qu'on a pu quadrupler du budget en ressources propres de l'État en ayant 5 ans. Ça, c'est en ce qui concerne le budget propre de l'État. Cela veut dire qu'aujourd'hui aussi, nous pouvons partir du budget actuel de 4 à 5 milliards du gouvernement pour la période et pour l'année 2018 à un budget de 16 milliards à la fin du quinquennat. On peut quadrupler parce que le potentiel le permet. Il suffit, comme on l'a fait, de procéder à l'application de l'effet combiné d'abord du taux de croissance. Nous voulons partir de 7 à 15%, à 14% de taux de croissance et l'effet de la pression fiscale parce que là nous partons de 9% actuel pour l'exercice 2018, si vous voulez, à 20%. C'est le taux de pression fiscale sur cette PIB qui va passer de 50 milliards à 82 milliards. Donc nous pourrions planer à la fin de l'exercice 16 milliards, à la fin du quinquennat, pour le dernier exercice. Donc nous pourrons à ce titre quadrupler le budget parce qu'on en a fait le preuve et le pays a cette possibilité. En ce qui concerne les ressources extérieures, pour les quinquennats auxquels vous faites allusion, nous avons pu mobiliser 6 milliards vis-à-vis des Chinois alors qu'on sortait d'un niveau très élevé d'endettement. Nous étions à 14 milliards de dettes. Aujourd'hui, alors que le PIB était autour de 20 milliards, ça veut dire qu'on avait un taux d'endettement qui a dépassé les 100%. Et pour avoir obtenu l'annulation de la dette, nous sommes aujourd'hui à une dette de 6 milliards, c'est-à-dire 12% comparé au PIB d'aujourd'hui. 6 milliards sur 50 milliards, donc 12% de taux d'endettement.
le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire ont un taux d'endettement qui approche 50% par rapport au PIB. Et nous disons que nous pouvons mobiliser 20 milliards de dollars par rapport à un PIB qui va passer à la fin du quinquennat à 82 milliards. Donc nous serons autour de 30% des taux d'endettement, ce qui est largement faible. D'ailleurs, il fallait nous faire des réformes très minimalistes en ces comptes. Donc le pays peut contracter encore une dette de 20 milliards et être capable de le rembourser. Il suffit de regarder les niveaux du budget de 16 milliards à la fin du quinquennat. Il suffit de regarder la balance des paiements qui montre nos capacités pour faire face au service de la dette. Mais aussi, nous avons la possibilité de gager nos mines. Il suffit de les faire certifier. Donc, on a une capacité d'avoir un budget qui nous permet de générer de quoi financer les investissements en ressources propres. Nous avons aligné 15 milliards, de mobiliser 20 milliards de dollars au titre de la dette, mais aussi de mobiliser les ressources du secteur privé. Nous avons donné la ventilation, il suffit d'améliorer les climats d'affaires. La MOUCA, à travers son chef, va travailler à améliorer les conditions des affaires pour être en mesure de mobiliser les ressources, principalement en faveur du secteur public actuel, notamment les entreprises publiques qui constituent des opportunités pour le secteur privé. Voilà, globalement, ensuite, on a un plan d'urbanisation, le président l'a dit, plan d'urbanisation, d'assainissement et d'extension de nos villes. Kinshasa, c'est 10 000 km². Nous n'exploitons que 1 000 ou 1 500 km², la partie des 22 communes, plus ou moins 500 km² pour la partie des CD. Il nous reste 8 500 km² où nous pouvons faire l'extension de la ville et construire un million. L'ambition, c'était qu'il veut étendre Kinshasa à la périphérie et déplacer le centre de la ville de Kinshasa en construisant 1 million de maisons. Donc voilà, c'est ce qui va coûter les 3 milliards de millions, ainsi de suite. Donc il ne faut pas comparer parce que pour les quinquennats concernés, je voudrais vous indiquer en passant que nous n'avions pas une grande capacité d'endettement parce qu'on avait une dette de 14 milliards. Aujourd'hui, c'est 4 milliards. On avait un PIB de 20 milliards. Aujourd'hui, on a un PIB de 7 milliards. On avait le budget de 2-3 milliards. Aujourd'hui, on a un budget qui apporte 4 milliards. Si nous l'amenons à 16 milliards, donc on est capable et de s'endetter et de rembourser cette dette. Merci. Je vais poser la question en français, je vais répondre en français. Mon frère a donné une agence DIA. Vous êtes dans le cas. L'État est venu. Ah, mais montrez-lui dans les valeurs et dans les axes. Les axes. Voilà. Investissement et valorisation du capital humain. Et puis, plus loin, quand on a développé cet aspect-là, nous avons parlé des valeurs que nous avons en partage. Nous avons parlé des exemples. Nous avons parlé des modèles. Nous étions des modèles. On regardait et nous, on avait, écoutez, moi, je sais que ça fait rien. J'ai chanté à la messe et j'allais à Saint-Pierre et on faisait tout Kinshasa. J'avais l'abbé Joseph Lukelo qui était mon chef de sa mairie. Mais on voyait des gens dire, ah, je vais être comme tel. Et des modèles. C'est que les membres de la MOUCA veulent que nous soyons des modèles pour vous, pour la jeunesse. Que demain, les antivaleurs partent. On a parlé d'antivaleurs ici. Donc, quand vous aurez les documents, vous allez voir ce que nous avons dit à ce sujet. Ndeko Yaningala, la question du Congo, Olobi, élection. Na machine à voter au T. Pour la nini parce que les Boconnais Inanga a beaucoup fait la machine à voter. Mais Malobanayo, c'est la Malobanayo. On est bien pour ça, nini? Beaucoup fait la machine à voter, mais beaucoup fait un dégueulé. Donc, on a la machine à voter, d'ailleurs, à quel moment c'est qu'on peut faire au Kénamo? Là, vous êtes? Non, d'accord. Tout le monde oui. Tolingi totia na ekolo na biso oyo babengi état de droit.
mboka oyo bato batosaka mibeko ya leta basalelaka mibeko ya leta. Mibeko ya leta ezali moko mpona moto nyonso. Na mibeko ya biso ya leta oyo na calendrier électoral mpe na loi électorale elobaki ke na loi électorale elobi ke bakoki kosalela machine ya vote te. Na calendrier électoral bakomi yango te. Bakomi ke tokokende kovote na bulletin. Mokolo ya le 23 tosengi congolais nyonso a exigé bulletin. Votre bulletin. Machine à voter dans la poisson. Ne voyez pas Lima, merci. La Lingala et Madame. Et la voilà qui Lima. Est-ce que vous avez un est-ce que vous avez un puissant? Bah, leader n'a plus non, c'est là. Donc, tout ça va même machine à voter. Vous pouvez se de là, voilà. Non, tout le monde. Solution est allée. Tokomeli Seni Mukanda. Azongisa la réunion pour le cadre de concertation entre le candidat président na Seni. Pourquoi Seni a dit comme ça là, la réunion en a été? Donc, et l'on nini a dit que bombe à la machine. Tolobi, toliki solution est allée. Tokomi kokende ndenge na tango tozali le 23 décembre basali bulletin batie ba 21 candidats, c'est possible. C'est possible. Donc ndeko bomba la kanate les locaux na bino ya moyo boycott des alités. Mais ceux qui ont dit boycott des alités et ils ont dit bon que de voter la machine. C'est pour ça que va bien. Moto ya comprendre te atuna to limbola yango malamu. Tolobi boye, toza ko exige na Seni. Alanda mobeko ya leta. Bande kolongai Seni aye alobi na biso awa que abengisa ki ba anglais. Boba ya wa bata la machine wana. Ba anglais ba yewa. Batali machine balobi basaki zomi ya mitano ba recommandation zomi ya mitano lelo yo Seni asaleli ata recommandation moko te eliko bani mais sikoyo monsieur Nanga azoke na ba radio na bino ba télévision koloba o non ba anglais ba valide ba machine wana na yebisi ngai na yebisi ba anglais boy que il faut qu'on y a avant pour l'Oba, dans le peuple congolais, que Makambo et Bilo Bosanaki, par recommandation à la zone d'habitants, Seni a salé yango te. Donc, Seni a beaucoup de Pouta, n'a pas le anglais, bandini machine wana. Bandini yango te. Toyokani? Est-ce que Toyokani va te voler? Voilà. Donc, rôle ya moko na moko, na gouvernement bande ko apesi yo réponse awa te okabola gâteau te awa toye po na mboka na biso na makambo tokomi na suka tolobini intérêt privé a pris les pas sur l'intérêt national ou collectif. Intérêt général. Non, non. Tala bandeko, musala to kusala. Apese kibino exemple moment bazaiba. Mutuko kende kusoma. Akusala moko na yi moye moko. Makusala moko na bana oyo bazapona mboka, pona bano bazakoya, bano bakobota ba. Mais soki kombo na yi etikali lobby. Balbi mama wana lekaki na mboka. Tala dika masalaki. Ndeko Jean-Pierre Bemba lekaki awa. Tala dika masalaki. Ndeko Adolphe Muzito lekaki awa. Tala dika masalaki. Ndeko Moïse Katumbi lekaki awa. Tala dika masalaki. Ndeko Matungulu, Freddy Matungulu, le professeur Matungulu. Tala, mwana mboka boye. Ndeko Lutundula. Tala dika masalaki. Est-ce que c'est monté?
bakitani na ye bakozalisa mote bato oyo soki lelo na États-Unis koma na bango za Washington est-ce que bazalisa mote bandeko na ngai ezali likambo ya mboka na mosukisa wana mpona premier parti ezali likambo ya mboka ezali eloko te moto aye atingama non moto moko te abotamaki na ekolo babike oyo eza ya yo moko eza ya biso nyonso mapeli oyo eza ya bakoko na biso nzambe apesi bakoko batikeli bapapa na biso bamama biso tozwi tokotikela bana bakotikela oyo bakoya mosala na biso baleki nzela oyo tozali tobongisa mboka lobi tozala lokumu baloba mais pourquoi bino bokonga visa bokende na France bokende États-Unis bokende pourquoi est-ce que soko okende na maboko mosusu ya Afrique balobaka visa na mpona biso mais pour le dire merci. Merci Moïse. Allons-y s'il vous plaît. Voilà, je vais être le président, comme c'est écrit ici, je vais être le président qui protège les Congolais, qui fait régner la paix et la sécurité au Congo et qui s'investit pour la prospérité des Congolais. Donc pour un Congo digne et prospère. Il y a 3 mesures décisives. La première, suivez s'il vous plaît, c'est très important. On peut le faire dans la sérénité. Tout le monde aura sa copie, il y a suffisamment de copies. 3 mesures décisives. Les camps Kokolo vont être déménagés de Kinshasa à Bénin. Les membres des familles vont rester. Il ne faut pas croire qu'on va prendre femmes et enfants. Mais les camps Kokolo, nous allons avoir un camp militaire digne de ce nom, équipé, avec des militaires formés, avec des instructeurs compétents. Et nous allons le placer à Béni et vous comprenez. Deuxième mesure, je vais créer au sein des forces armées congolaises une force spéciale d'intervention militaire d'élite qui va s'installer au nouveau camp Kokolo de Béni. Troisième mesure, je veux en extrême urgence mettre sur pied et déployer tout le long des frontières de l'Est du pays des unités de surveillance des frontières et d'alerte. Quatrième mesure sur l'urgence diplomatique. Je vais réclamer tout à fait cessante une réunion spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies pour poser 2 questions au monde. La première, tous les jours, au nez et à la barbe des casques bleus, les rebelles venus de l'étranger sèment la terreur au Congo, tuent et décapitent les Congolais, sans crainte et représailles. Tous les jours, ils violent les jeunes filles, leurs mamans et même leurs grands-mères. À quand une réaction de choc des forces des Nations Unies pour éradiquer de manière définitive toutes ces rébellions qui gangrènent l'Est de notre pays? Deuxième question. Pourquoi, dans l'indifférence mondiale, la République démocratique du Congo est le seul pays au monde à être victime des rebelles étrangers qui ne font jamais la rébellion dans leur pays? Une exigence. 5e mesure. Je veux exiger du Conseil de sécurité, conformément au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, la mise en place non seulement
d'un plan d'éradication complète de toutes les rébellions qui déstabilisent l'Est du pays, mais aussi un programme ferme et précis de rapatriement forcé de tous les rebelles étrangers vers leur pays d'origine. Sixième priorité, la priorité nationale. Ituri, Beni, Butembo vont être déclarés territoires sinistrés en situation d'extrême urgence nationale. Aussi, je vais réquisitionner tous les moyens de l'État et solliciter les appuis les plus forts des partenaires internationaux pour engager une riposte de choc en vue d'éradiquer définitivement la maladie à virus Ebola. Septième mesure, par devoir de mémoire et au nom de la justice. Je vais créer une cour pénale spéciale pour la RDC. Cette cour sera instituée pour connaître principalement des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité perpétrés en RDC depuis 2001. Cette cour comprendra 5 organes principaux. 1. Les sièges avec des magistrats congolais et internationaux répartis au sein des chambres d'instruction, d'accusation spéciale, d'assises et d'appel. 2. Les parquets avec un procureur spécial international, secondé par un procureur spécial adjoint congolais, assisté par au moins un substitut congolais et un autre substitut international. 3. Les greffes composées d'un greffier en chef congolais et d'un adjoint international. 4. Les officiers aguerris des polices judiciaires. Et 5. Enfin, un corps spécial d'avocats. La principale mission de cette cour pénale spéciale sera de poursuivre tous les auteurs de crimes commis dans les Grands Kivu, dans les Kasaï, dans le nord du Katanga, dans les Congo central et partout ailleurs en RDC, en déclarant ces crimes imprescriptibles et insusceptibles de grâce ou d'amnistie. Mon plus grand engagement, 8. De mon entrée en fonction, je décrète l'état d'urgence agricole pour que plus aucun Congolais ne meure de faim. Je répète, en ayant un an, je vais décréter l'état d'urgence agricole pour que plus aucun Congolais ne meurt de faim dans ce pays. Aussi, tous les moyens de l'État et toutes les activités de la République seront réquisitionnés pour faire disparaître à jamais la faim et la malnutrition au Congo. 9. Une nécessité nationale. Je vais ordonner un programme de correction des contrats miniers et pétroliers pour atteindre les objectifs suivants. 1. Imposer le principe du privilège national en matière de sous-traitance minière et pétrolière. 2. Exiger l'implication des exploitants miniers dans la construction des infrastructures routières, ferroviaires, aéroportières et portières liées à la bonne marche de leurs exploitations. 3. Prescrire le devoir citoyen et écologique des entreprises minières et pétrolières,
c'est-à-dire requérir leur contribution dans le relèvement social, entrepreneurial, économique, éducatif et culturel des communautés qui environnent leurs exploitations, ainsi que leur obligation à entreprendre des exploitations respectueuses et protectrices de l'environnement. 10 enfin, pour mettre fin aux antivaleurs. Vous vous retrouvez. Merci. Pour mettre fin aux antivaleurs, forger de nouveaux esprits du service public et façonner de nouvelles ordres congolais. Je veux mettre sur pied un tribunal de la probité publique. Ce tribunal sera une spécialisation judiciaire entièrement vouée à la lutte contre la corruption, les détournements des deniers publics, les abus de pouvoir, ainsi que toutes les malversations ou fraudes commises par des privés, des agents de l'État ou des responsables politiques. Merci. Merci. Voilà, les rendez-vous sont là. Le 7 décembre, ce sera le vendredi du social et du nouvel ordre écologique national. Je vais présenter 30 mesures de la construction du bien vivre ensemble congolais. Le deuxième rendez-vous, ou le troisième, aujourd'hui c'est le troisième rendez-vous, sera le rendez-vous du 14 décembre 2018, le vendredi du redressement économique et de la gouvernance interne. Présentation des 30 autres mesures sur la prospérité nationale. Le dernier rendez-vous, le 21 décembre, le vendredi de la paix, de la sécurité nationale et de la nouvelle doctrine diplomatique congolaise. Présentation des 30 dernières mesures de la nouvelle société congolaise pour faire les 100 premières mesures du gouvernement d'Amunga conduit par Martin Fayulu. Maintenant, pour terminer, je vais faire un appel au peuple congolais. Le cardinal Mosengo avait fait une exhortation. Je vais faire un appel au peuple congolais. Mon appel au peuple congolais. Assumons nos responsabilités. Mes très chers compatriotes, le plan tant décrié de la balkanisation de notre pays, appuyé par la stratégie de conquête et de recolonisation de la RDC, bénéficiant des soutiens des pions nationaux, tapis dans les institutions illégitimes du pays, est aujourd'hui dans sa phase critique. Chaque jour, chacun de nous est témoin des affres subies par notre peuple. Et chaque jour, nous sommes tous témoins des actes de déstabilisation visant la liquidation de notre pays que commettent ceux-là même qui sont censés les protéger. Jamais dans l'histoire de notre pays, les circonstances n'avaient exigé de chacun de nous de prendre la mesure du danger que court la patrie et d'agir avec foi et courage pour la sauver. C'est le combat de notre génération. Elle doit l'assumer ou s'effacer. Dès lors, c'est un sacrilège que d'être indifférent à ce qui se passe actuellement dans notre pays. Aucun Congolais digne de ce nom n'a le droit de démissionner de ses responsabilités et de ses devoirs envers la nation. Nous ne pouvons pas abandonner les Congo, décréter les
pendant que les bateaux congolais est en train de prendre l'eau de toutes parts. Au contraire, nous avons le devoir commun de prendre notre destin en main et de faire en sorte que notre peuple s'enferme sans jamais la quitter dans la vision de nos pères fondateurs, à savoir bâtir un pays plus beau qu'avant dans la paix. C'est elle que nous devons établir en doctrine, en tradition, et qui nous permettra de ne pas défaillir en tant que communauté et société, de ne pas succomber à la lassitude, à l'usure du temps. Par conséquent, il est du devoir de tout Congolais, là où il se trouve, d'être vigilant, de dénoncer tout acte de sabotage contre notre pays et d'agir efficacement pour mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Car, en pareille circonstance, il n'y a pas de place à l'hésitation, aux tergiversations ou à la peur. Les sacrifices ne sera jamais trop grand pour sauver la patrie en danger. Le moment est donc venu pour chacun de nous de s'élever et de prendre ses responsabilités. C'est à cette condition que nous pourrons prétendre mériter de la patrie et jouir de nos droits avec fierté. Moi, votre compatriote et votre humble serviteur, je prends mes responsabilités et je décide de me présenter à l'élection présidentielle pour solliciter vos suffrages afin de devenir le président de la République. Mon seul et unique but est de bâtir une nation digne et prospère pour que le Congo cesse d'être la risée du monde. Que Dieu vous bénisse.